Donc aujourd'hui, nous allons parler de la procédure pénale au Gabon. J'avais déjà fait un live dans ce sens. Et donc pour des raisons professionnelles, j'avais interrompu le live. Donc je reviens sur ce thème-là parce que trois compatriotes étaient montés sur le panel et l'échange était très très productif en fait. Et donc raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur ce sujet-là important puisque il y a pas mal de débats sur la question, hein, la procédure pénale. C'est-à-dire qu'avant de critiquer la justice, il est important de connaître quel est son réel fonctionnement pour pouvoir se dire, ben, voici le réel fonctionnement. Et comme les choses ne fonctionnent pas comme il faut, je peux alors me permettre de dénoncer. Voilà. Donc c'est vrai que la justice pénale au Gabon n'inspire pas confiance. C'est vrai, c'est un fait. Et nous pouvons en débattre, même à l'issue même de la présentation que je vais faire. C'est vrai que la justice pénale au Gabon pose problème parce que, en fait, comme on dit, la justice est aux ordres. Et la justice est aux ordres, c'est pas en fait en réalité une critique. C'est aux ordres parce qu'en fait les tests de loi gabonais comment dire, prévoient cela. Donc j'ai retrouvé donc le test, hein. Je vais vous lire exactement ce que dit le code de procédure pénale à ce sujet. Alors, donc c'est l'article, je vais vous le retrouver. Donc c'est bien le code de procédure pénale. Juste le temps que je retrouve le test, hein. Donc là c'est le code pénal. Alors, donc je vais taper ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Donc, ministre de la Justice. Voilà. Donc, c'est l'article 17 du code de procédure pénale gabonais qui dit ceci. Donc, le ministre chargé de la Justice a autorité sur tous les membres du ministère public. Donc, à ce titre, il peut notamment dénoncer à tout membre du ministère public les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, enjoindre par des instructions écrites de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportune. Donc, il faut bien faire la différence entre l'ordre juridictionnel pénal et l'ordre juridictionnel civil. D'accord? Donc là, on est sur l'ordre juridictionnel pénal. Donc, le ministère public est une autorité qui est subordonnée au ministre de la Justice. D'accord? Donc, le ministère public, donc le procureur de la République, est une autorité qui est une autorité dépendante de l'exécutif, plus précisément du ministre de la Justice. Donc, il a des liens avec le ministre de la Justice. Et c'est l'article 17 qui vient nous déterminer les liens que le procureur de la Justice, qui est un magistrat debout, a avec l'exécutif, plus précisément le ministre de la Justice. Donc c'est clair, hein? Donc je relis le test. Le ministre chargé de la Justice a autorité. Donc c'est clair, il a autorité sur les membres du ministère public. Donc ici, on ne nous parle pas du juge aux affaires familiales ou du tribunal, tribunal qui est là pour trancher les affaires civiles. Ici, on nous parle du ministère public, donc, à savoir le procureur de la République. Donc voilà, c'est ce test qui est donc à l'origine de la parole qu'on entend souvent, donc oui, la parole qu'on entend souvent qui consiste à dire que la justice pénale est aux ordres. Donc voilà. Donc c'est cela, donc la justice pénale gabonaise n'inspire pas confiance parce que la justice pénale est aux ordres de par le fait que le procureur de la République a des liens avec le pouvoir exécutif. Donc malheureusement, on assiste donc à une sorte de partialité, une sorte d'absence de neutralité à l'égard du procureur de la République, puisqu'il est aux ordres en fait du ministre du ministre de la Justice.
Or, un magistrat doit être quelqu'un, en fait, qui respecte les principes d'impartialité, d'indépendance, de neutralité, de probité. En fait, ces valeurs-là sont, comment dire, sont remises en cause par le fait que le ministère public est aux ordres de l'exécutif. En réalité, cela ne devrait pas être le cas. Le ministre, on va dire le procureur de la République, doit pouvoir agir de manière autonome et indépendante. Malheureusement, dans les faits, c'est pas ce que l'on voit. Donc, il suffit qu'il y ait une filiation, qu'il y ait un lien de sang, qu'il y ait une appartenance à un clan pour que le fonctionnement normal du ministère public soit remis en cause. Donc, le lien de sang devient plus fort, le lien filial devient plus fort, ou l'appartenance à un groupe devient plus fort, et ce au détriment de l'intérêt général. Donc, avant de parler donc de tous ces dysfonctionnements-là, je tenais dans un premier temps à parler du fonctionnement même de la justice. Donc, qu'est-ce qui va déclencher la justice pénale? Donc, la justice pénale va être déclenchée par la commission de 3 types d'infractions. Donc, il y a la contravention, il y a le délit et il y a le crime. Excusez-moi. Donc, la justice pénale va être déclenchée par la commission donc, de 3 types d'infractions: la contravention, le délit ou le crime. Donc, par contravention, il faut entendre par là un comportement en fait qui a un faible impact sur la victime ou la société. Et le code pénal gabonais, en son article 4, définit les contraventions de la manière suivante: sont des contraventions les infractions que le règlement punit d'une peine d'1 mois d'emprisonnement au plus une amende de 100 000 francs CFA au plus, sauf disposition de loi spéciale. Donc ici, vous avez compris en fait, une personne qui a commis une contravention est passible donc de poursuite pénale, et cette personne risque quoi? 1 mois d'emprisonnement tout au plus, et 100 000 francs CFA d'amende tout au plus. Voilà, donc cette personne peut être condamnée par exemple à 1 jour, 2, 3 jours de prison ferme, et une amende par exemple de 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Pour ce qui est de la compétence juridictionnelle, donc la juridiction qui va trancher ce type d'infraction, donc ça va être le tribunal de police. Donc je vais également faire un peu de droit comparé. En France, c'est également le tribunal de police qui va trancher ce type d'infraction, mais sauf qu'en France, la personne qui commet une infraction n'encourt aucune peine d'emprisonnement. Elle encourt tout simplement une amende. Alors, pour ce qui est de la prescription, on est sur 1 an de prescription. Par prescription, il faut entendre par là le temps que dispose le ministère public ou la victime pour enclencher l'action publique ou l'action civile. Donc, on est sur 1 an. En France aussi, la prescription en matière contraventionnelle, la durée, c'est 1 an. Alors, pour ce qui est du délit, le délit, on est sur une infraction qui est au-dessus donc de la contravention. C'est un comportement, un acte qui va avoir des conséquences graves à l'égard de la victime ou de la société. Et le code pénal gabonais, en son article 3, vient définir les délits de la manière suivante. Sont des délits les infractions que la loi ou le règlement punit d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, ou d'une amende de 100 000 francs CFA au plus. Donc vous avez compris, pour ce qui est de la contravention, on ne dépasse pas 1 mois d'emprisonnement et 100 000 francs CFA d'amende.
Tandis que pour ce qui est du délit, on va dépasser donc les 1 mois d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'une personne qui commet un délit encourt 1 mois au minimum d'emprisonnement. Donc elle peut être condamnée à 2 mois, 1 an, 2 ans, voire plus de peine d'emprisonnement. Et pour ce qui est de l'amende, cette personne qui commet donc un délit, on est sur le délit, peut être condamnée à 100 000 francs CFA d'amende, 200 000 francs CFA d'amende, voire plus. Pour ce qui est de la prescription en matière délictuelle est beaucoup plus importante puisque les conséquences sont plus graves. Donc la prescription ici, c'est 10 ans. En France, on est sur 6 ans. Voilà, c'est-à-dire que le ministère public, le procureur de la République ou la victime a 10 ans pour déposer plainte ou introduire une action devant la juridiction compétente. Donc, on est sur 10 ans de prescription. Alors, la troisième infraction, c'est le crime. Donc, le crime ici, c'est l'action ou l'acte qui va avoir des conséquences irréversibles, des conséquences très graves à l'égard de la victime ou de la société. Et le code pénal gabonais, en son article 3, vient définir le crime ou les crimes de la manière suivante. Sont des crimes, des infractions que la loi punit de la peine de réclusion criminelle à temps ou à perpétuité. Donc vous avez compris, ici on est sur une infraction qui est très grave, voire même irréversible. Par exemple, en matière de meurtre, la victime directe ici passe de vie à trépas. Donc ici, on est vraiment sur des conséquences qui sont irréversibles. La personne ne reviendra plus à la vie. Donc en matière donc, de prescription, puisque l'infraction ici est très grave, donc la prescription est beaucoup plus importante. Et l'article 8 du code pénal, du code de procédure pénale, vient dire ceci: en matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles, donc les crimes imprescriptibles, en général, ce sont les crimes contre l'humanité. Donc, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, l'action publique se prescrit par 20 ans. Donc, la prescription ici, c'est 20 ans. En France aussi, la prescription varie entre 20 et 30 ans. Donc, le temps que la victime ou les ayants cause ou les ayants droit ont pour introduire l'action, se constituer partie civile ou déposer plainte. Donc, point important, c'est toutes les violences sexuelles. Vous savez, en matière d'infraction, le point de départ pour compter la prescription, c'est le jour où l'infraction est commise. D'accord? C'est le jour où l'infraction est commise. Mais en matière d'infraction sexuelle, c'est à partir de la majorité, surtout lorsque la victime est mineure. Donc, c'est à partir de sa majorité que le point de départ de la prescription va commencer à courir. Voilà, pour compter les 20 ans. Donc, les violences sexuelles ou encore les infractions en matière sexuelle, vous avez le viol, vous avez l'agression sexuelle, toutes les atteintes liées au sexe. Donc, pour ce qui est du crime, la juridiction en France, c'est la cour d'assises. Et pour ce qui est du Gabon, la compétence, ici, on parle en fait de formation spécialisée du tribunal de première instance ou de la cour d'appel, c'est-à-dire on va former une juridiction spéciale pour juger de ces faits-là. Donc, autre point important qu'il faut comprendre en matière de procédure pénale, c'est la preuve. Vous savez, en droit, la justice fonctionne, en matière de justice, la justice fonctionne avec la preuve. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle en fait les faits. Les faits, il y a le lien de causalité et le préjudice. Et tout ceci doit être démontré. Les faits doivent être démontrés et prouvés. Le préjudice doit être prouvé également et le lien de causalité. Le lien de causalité doit être établi entre les faits et le préjudice. Le préjudice subi doit être directement en lien
avec les faits. Donc, en matière pénale, le doute profite toujours à l'accusé. Le doute profite toujours à l'accusé. Et il faut savoir que la justice a des moyens d'investigation pour arriver à établir les faits. Donc, si vous êtes victime d'une infraction, je vous conseille mais vraiment d'aller déposer plainte parce qu'en allant déposer plainte, au lieu de faire une citation directe, en allant déposer plainte, vous allez pouvoir bénéficier des moyens d'investigation que dispose la justice. Donc, vous l'avez compris également, la justice pénale peut être déclenchée soit par la victime, soit par le ministère public ou par le ministre de la Justice. Donc, vous l'avez compris, hein, je l'ai lu, donc c'est l'article que j'ai lu au début, donc l'article 17 du Code de procédure pénale gabonais qui dit « Le ministre de la Justice, le ministre chargé de la Justice a autorité sur tous les membres du ministère public. À ce titre, il peut notamment dénoncer à tout membre du ministère public les infractions à la loi pénale dont il a connaissance. » Vous voyez, le ministre de la Justice peut dénoncer des infractions dont il a connaissance auprès du ministère public. Voilà. Il peut également enjoindre par des instructions écrites de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Donc, ceci dit, le ministre de la Justice a bien compétence pour déclencher une action pénale. Le lien de causalité, donc lien entre la situation et ce que vous avez subi. Bien entendu, donc le lien de causalité, c'est le lien qui doit être établi entre le préjudice subi par la victime et l'infraction qu'a commis la personne accusée. L'infraction commise par l'accusé. Donc tout ceci doit être établi. Donc voilà. Donc la justice, vous avez compris, pénale peut être déclenchée par la victime, par le procureur de la République et par le ministre de la Justice. Je disais aussi que lorsqu'on est victime, vous avez un intérêt à aller déposer plainte pour pouvoir bénéficier des investigations dont dispose la justice. Voilà, les officiers de police judiciaire ont ce qu'on appelle l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance. Donc, par enquête de flagrance, il faut entendre par là toute enquête qui est menée lorsque une infraction vient d'être commise ou est sur le point d'être commis. Alors, quels sont les moyens d'investigation dont disposent donc les officiers de police judiciaire? Vous avez donc l'audition. L'audition soit dans le cadre d'une garde à vue ou soit dans le cadre d'une audition libre. C'est-à-dire que la personne accusée sera entendue soit dans le cadre d'une garde à vue, soit dans le cadre d'une audition libre. Vous avez d'autres moyens d'investigation. Vous avez la perquisition au domicile donc de la personne accusée. Vous avez l'audition des témoins, c'est-à-dire que si la victime a des témoins, ces témoins peuvent être entendus. La personne qui est accusée peut aussi faire intervenir des témoins pour que ces personnes-là soient entendues. Des pièces peuvent être saisies, des pièces qui ont participé à l'infraction. Ça peut être par exemple des comptes bancaires. La personne accusée peut être mise sur écoute ou sous vidéosurveillance. Voilà donc les moyens d'enquête que j'ai relevés, mais il existe bien d'autres moyens d'investigation pour la manifestation de la vérité. Donc, lorsqu'une personne est gardée à vue, ça, j'ai beaucoup communiqué là-dessus, une personne gardée à vue a des droits. Donc, l'article 59 du Code de procédure pénale vient dire ceci: toute personne gardée à vue a le droit d'informer par tout moyen une personne de sa famille ou de son entourage, d'informer son employeur, de prendre attache avec un avocat ou de consulter un médecin. Donc ça, c'est important que la personne gardée à vue ait connaissance et conscience de ces droits-là pour pouvoir les exercer. Et il faut savoir également que la garde à vue, l'entretien avec l'avocat, si le gardé à vue
veut, comment dire, bénéficier de l'assistance d'un avocat, le gardé à vue peut s'entretenir avec son avocat pendant une durée d'1 heure. En France, on est sur 30 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe alors à l'issue de l'enquête de gendarmerie ou du commissariat de police? Vous avez compris également que c'est le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Si le procureur de la République estime que les éléments de l'infraction ne sont pas suffisamment caractérisés, il a le droit de classer sans suite le dépôt de plainte. C'est il a ce pouvoir-là. Par contre, si les éléments d'enquête permettent d'arriver à établir que l'infraction est caractérisée, le procureur de la République a cette possibilité-là de faire un rappel à la loi. Donc voilà, il peut par exemple appeler donc la personne par exemple qui a commis des faits d'outrage contre un magistrat, rappeler les dispositions de l'article 256 du code pénal qui dit ceci: l'outrage commis publiquement envers les cours, les tribunaux est puni d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende d'un montant de 300 000 francs CFA au plus. Voilà, un rappel à la loi. Donc, c'est un avertissement. Voilà. Donc, la prochaine fois, tu commets un outrage envers un magistrat, ben, tu seras puni d'un an d'emprisonnement au plus et tu payeras une amende de 3 millions, pardon, j'ai dit 300 000, de 3 millions de francs CFA au plus. Donc, ça, c'est le rappel à la loi. Donc, et c'est le procureur de la République qui décide. Le procureur de la République peut décider de ne pas faire un rappel à la loi. Donc, il peut, par exemple, décider de vous faire comparaître devant ce qu'on appelle la composition pénale, en fait. Il peut proposer une composition pénale à l'égard d'une personne qui a commis, par exemple, un outrage à magistrat. Et donc, dans le cadre de la composition pénale, le procureur de la République va proposer, en fait, une peine. Ça peut être par exemple l'accomplissement des travaux d'intérêt généraux, et s'il y a une victime, il peut également proposer un montant de dommages au titre des dommages-intérêts qui seront alloués à la victime. Merci jury, merci. Donc, à défaut de composition pénale, alors pour ce qui est de la composition pénale en France, c'est en général le délégué, c'est pas le procureur de la République qui intervient en matière de composition pénale. C'est plutôt le délégué du procureur de la République qui va proposer une sanction dans le cadre de la composition pénale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la composition pénale est le moindre mal, c'est-à-dire que la personne entendue dans le cadre de cette procédure-là n'encourt pas grand-chose. Par exemple, ici, on a dit que le maximum encouru en matière d'outrage à magistrat, c'était 3 millions d'amende et 1 an d'emprisonnement. Dans le cadre de la composition pénale, le procureur de la République peut par exemple proposer, 10 000 francs CFA au titre de l'amende. C'est tout. 10 000 francs au titre de l'amende. Et pour les dommages à intérêt, là, c'est la victime qui formule sa demande. En général, les magistrats n'attendent pas après ce type de dommages à intérêt. Le magistrat peut tout simplement demander, 100 francs CFA, c'est-à-dire je sais pas comment dire en fait, un montant symbolique. Ça peut être 100 francs CFA, par exemple, au titre des dommages à intérêt. Oui, c'est le délégué, exactement. Donc, si vous refusez la composition pénale, sachez que vous allez comparaître devant la juridiction au-dessus. Donc, ça peut être, par exemple, une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Mais si le procureur peut ne pas vous proposer la CRPC si vous ne reconnaissez pas les faits. Voilà, on ne va jamais vous proposer la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, si vous ne reconnaissez pas les faits. Par contre, si vous reconnaissez les faits, on va vous proposer une CRPC. Donc voilà, donc en France, la CRPC fonctionne comment? Donc il y a 2 audiences. Il y a, on va dire, voilà, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une audience le même jour, mais vous allez passer devant deux autorités en fait. Dans un premier temps, vous passez, et l'avocat est obligatoire en CRPC.
Mais le problème au Gabon, pour l'instant, on ne parle pas des problèmes. Pour l'instant, j'explique la procédure. Pour l'instant, j'explique la procédure, je vous en prie. Mais le problème au Gabon, c'est que dans les faits, difficile à mettre en œuvre, notamment pas de moyens. Quels moyens, par exemple, les frais d'avocat? De quels moyens vous parlez? Parce que la CRPC existe bien au Gabon. Hein. Bonsoir Ludwig, bonsoir. Donc en France, donc la CRPC fonctionne comment? Donc vous allez dans un premier... Déjà, l'avocat est obligatoire en CRPC, en matière de CRPC. Donc vous allez passer devant le procureur de la République. C'est le procureur de la République, ce n'est pas le délégué du procureur. Vous passez devant le procureur de la République en présence de votre avocat qui va négocier en fait une peine avec le procureur de la République. Voilà, on négocie des peines, donc ça peut être des travaux d'intérêt généraux, ça peut être un mois de prison entièrement assorti d'un sursis. Dans tous les cas, c'est en fonction de la nature de l'infraction. Donc, les moyens de la justice, terminez, maître, je vous en prie. D'accord. Même ici en France... Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, crie sans cesse sur la clochardisation, pour reprendre son mot, de la justice. Hein. Le budget alloué à la justice en France pose problème. Hein. Ce qui fait que, voilà, c'est un peu les avocats qui... voilà, il y a des actes normalement qui doivent être faits au niveau de la justice, mais à certains moments, tout retombe un peu sur les avocats, en fait. Hein, parce que la justice ne dispose pas forcément de moyens, même ici en France, malheureusement. Donc, on était sur le fonctionnement de la CRPC. Donc, proposition de sanctions faite en présence de l'avocat, du procureur de la République. Donc, si toutes les parties sont d'accord avec les propositions, on arrive à négocier. Si on est d'accord, deuxième phase, on passe devant le juge homologateur. Voilà. Donc, c'est le juge parce que ce n'est pas toutes les procédures qui passent en CRPC. Voilà. Ce n'est pas toutes les procédures qui passent en CRPC. Le juge homologateur peut se dire non, les faits sont tellement graves que la CRPC choisie par le procureur de la République, hein, au départ, ne correspond pas. Donc, le juge ne va pas tout simplement homologuer la proposition de sanctions, les propositions de sanctions qui ont été faites en amont par le procureur de la République, l'avocat et la personne accusée. Et par contre, si le juge homologateur estime que la procédure est adaptée, le juge va tout simplement homologuer les sanctions proposées. Donc, voici pour ce qui est de la CRPC. Donc, à défaut de CRPC, le procureur de la République peut tout simplement renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel. Voilà. Donc, toujours à l'issue de l'enquête, hein, vous avez compris, à l'issue de l'enquête de gendarmerie ou devant le commissariat de police, c'est le procureur qui décide. Soit il classe sans suite, soit il fait un rappel à la loi, soit il vous entend dans le cadre d'une composition pénale, soit dans le cadre d'une CRPC, à défaut de CRPC, devant la juridiction compétente. Donc ici, le tribunal correctionnel. Donc ici, on a en matière de délit. Hein. Vous avez compris, le crime, c'est la cour d'assises et la contravention, c'est le tribunal de police. Donc là, on est en matière de délit. Donc, le procureur de la République peut estimer que la garde à vue, surtout la garde à vue, n'a pas permis de faire éclater toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones d'ombre. Donc, s'il y a encore des zones d'ombre et que le délai imparti pour placer la personne en garde à vue est dépassé, donc en matière de délit, on est sur... donc ça, je l'avais noté. En matière de délit... On est sur, dans un premier temps, alors je vais le retrouver. Voilà. Donc, en matière de délit pour la durée de la garde à vue, on est sur 4 jours maximum. Dans un premier temps, 2 jours, plus 2 jours, donc 4 jours maximum. Et en matière de crime, on est sur 10 jours maximum de garde à vue. Donc, 8 jours dans un premier temps et ensuite, on rajoute 2 jours, ce qui fait 10 jours. Donc, si on a atteint pour le délit les 4 jours, donc la personne ne peut plus être détenue dans les locaux de la gendarmerie
ou du commissariat de police, le procureur de la République doit tout simplement, comment dire, renvoyer le dossier, demander à ce qu'une information judiciaire soit ouverte devant le juge d'instruction. Alors, devant le juge d'instruction, il faut savoir que toutes les parties que j'ai citées, c'est-à-dire la victime, voire même le ministre de la Justice, peuvent saisir directement le juge d'instruction. Et pour ce qui est du procureur de la République, c'est après la garde à vue, s'il estime que toute la vérité, la lumière n'a pas été faite, il peut décider de poursuivre l'instruction devant le juge d'instruction lorsque le délai de la garde à vue est atteint. Donc voilà ce que dit l'article 98 du code de procédure pénale gabonais au profit de la victime. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur. Donc le magistrat instructeur, ici vous l'avez compris, c'est le juge d'instruction. Donc quand la victime va directement devant le juge d'instruction, elle va en qualité de partie civile. Donc il faut savoir, c'est que en matière de justice pénale, il y a souvent deux actions. Il y a l'action pénale, l'action publique, diligentée par le ministère public, qui est l'avocat de la société, et il y a l'action civile, diligentée par la victime pour, au bout, obtenir réparation du préjudice subi. Donc souvent, je ne m'entends pas parler. J'espère que j'ai bien présenté les choses. C'est-à-dire qu'en matière de justice pénale, il y a deux actions. L'action publique, déclenchée par ou menée par le procureur de la République, qui est l'avocat de la société, et l'action civile menée par la partie victime de l'infraction pour obtenir réparation de son préjudice. Donc, lorsque un juge est saisi en matière pénale, lorsqu'un juge est saisi, donc la victime doit se constituer partie civile, d'accord? La victime doit se constituer partie civile. Donc ici, le juge d'instruction étant saisi par la victime, celle-ci doit donc se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Et c'est ce que vient dire l'article 98 du code de procédure pénale. Alors, donc, du coup, en France, la victime qui saisit directement le juge d'instruction, comment ça se passe concrètement? Pour saisir le juge d'instruction en France, il faut avoir justifié, dans un premier temps, avoir déposé une plainte, soit en gendarmerie ou au commissariat de police, et que cette plainte n'a pas été diligentée par les officiers de police judiciaire. N'oubliez pas qu'une action pénale est enfermée dans un délai de prescription. Donc, on va parler par exemple en matière de délit. Donc, c'est 10 ans au Gabon et c'est 6 ans en France. Donc, il y a un temps. Donc, passé ce délai, on ne peut plus rien faire. Donc, voilà. Donc, la victime qui dépose sa plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie voit que la gendarmerie ne fait rien. Voilà, donc elle va ensuite saisir le procureur de la République, donc adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au procureur de la République pour déposer sa plainte. Idem, le procureur de la République ne bouge pas, ne fait rien. Au bout de 6 mois, la victime a le droit directement de saisir le juge d'instruction. Voilà. Donc ici en France, lorsqu'on saisit le juge d'instruction, on n'a pas une consignation à déposer. Donc la consignation, c'est ce montant-là que l'on dépose auprès du tribunal saisi, qui dit que si l'infraction n'est pas caractérisée, c'est-à-dire que s'il y a un relax à la fin, cette somme-là restera dans les caisses du trésor public. Mais par contre, si les faits sont constitués et que la personne est condamnée, cette somme-là sera restituée à la victime ou à la partie qui a consigné, qui a fait la consignation. Donc, en ce qui concerne le droit gabonais, la consignation, elle est faite à partir du juge d'instruction. Et c'est l'article 101
du Code de procédure pénale qui vient dire ceci: la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, verser au trésor public la somme nécessaire pour les frais de procédure. Donc voilà, donc en France, la consignation va être versée en cas de citation directe, c'est-à-dire que la victime décide de ne pas, c'est-à-dire qu'elle décide de ne pas bénéficier donc des avantages ou des moyens d'investigation de la justice. Elle fait directement ce qu'on appelle la citation directe. Ça peut être le cas, par exemple, qu'elle a épuisé toutes les voies de recours que j'ai précédemment exposées en saisissant le juge d'instruction. Le juge d'instruction aussi ne fait rien, le procureur n'a rien fait, les officiers de police judiciaire n'ont rien fait, et puis derrière, la personne a tellement des éléments de preuve, alors elle décide de faire une citation directe devant le tribunal correctionnel. Et donc, dans ce cadre-là, elle va consigner une certaine somme d'argent. Donc, du coup, pour revenir au droit gabonais, lorsque la victime se constitue partie civile devant le juge d'instruction, le juge d'instruction a l'obligation d'informer le procureur de la République qui doit donc prendre des réquisitions à l'égard de la personne accusée. Donc, la dernière fois, j'avais donné des informations qui d'ailleurs avaient fait l'objet de débats. C'était sur l'amnistie. Donc, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi d'une plainte, doit quand même vérifier la prescription, si l'action est prescrite. Il doit également vérifier, je parle de ce point-là parce que c'est un point d'actualité, s'il y a une loi d'amnistie, d'accord? Donc, si l'action est prescrite, en principe, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance de non-lieu. Pareil, si l'action est prescrite, s'il y a une loi d'amnistie, le juge d'instruction doit normalement prendre une ordonnance de non-lieu qui dit en fait que la personne qui est accusée n'a pas à être poursuivie devant une juridiction pénale, devant la juridiction pénale compétente. Alors, je vais vous lire, donc c'est l'article, donc les dispositions, donc c'est l'article 99 du Code de procédure pénale qui vient dire: le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, lequel prend des réquisitions, donc j'ai déjà expliqué ça, lequel prend des réquisitions contre personnes dénommées ou non dénommées. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de son réquisition de non informé que si les faits ne peuvent constituer une infraction, sont amnistiés ou prescrits. Donc c'est clair. Donc ça, ce sont des éléments donc là, c'est par rapport au procureur de la République, mais ça, c'est valable aussi pour le juge d'instruction. Le juge d'instruction, à l'issue donc de tout ça, se rend compte que l'action est prescrite ou l'action a fait l'objet d'une loi d'amnistie. Le juge d'instruction doit rendre une ordonnance de non-lieu. Autre point qui vient aussi paralyser la compétence du juge d'instruction, c'est le dessaisissement. C'est-à-dire que la partie qui sent que le juge d'instruction saisit, qu'il y a un conflit d'intérêt, parce qu'il y a un lien de sang, parce que le juge d'instruction est de connivence avec une des parties dans la procédure. Donc la partie qui a intérêt peut demander à ce que le juge d'instruction soit tout simplement dessaisi. Donc c'est l'article 97 du Code de procédure pénale qui vient nous parler de ce point-là, en indiquant ceci: le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction du même ressort ou d'un autre ressort peut être requis par le procureur de la République d'office ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile. Donc en l'occurrence, il n'y aurait pas d'amnistie pour les protagonistes. Je pense, parce qu'on nous parle de loi d'amnistie. Il ne s'agit pas d'un simple discours, en fait. Il ne s'agit pas, on est dans une république quand même. Hein? La République fonctionne à partir de la loi. La République fonctionne à partir à partir de la loi. Voilà. Et les magistrats sont là pour appliquer la loi.
Vous voyez? Donc, il n'y a pas de loi d'amnistie. Comment voulez-vous qu'on parle d'amnistie? Moi, je sais pas. C'est ça. Donc, qui vient nous prouver, qui nous apporte alors la preuve de cette loi d'amnistie? Il faudrait peut-être qu'ils prennent une loi d'amnistie, parce que c'est pas clair à ce niveau. Donc, il y a des zones d'ombre, je pense. Donc, pour le dessaisissement, le dessaisissement, donc vous pouvez monter, hein, si vous voulez qu'on échange, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter. Donc, du coup, pour ce qui est du dessaisissement, vous avez compris. Donc, peuvent dessaisir donc le juge d'instruction saisi, le procureur de la République, la victime et l'inculpé. Alors, une fois l'information judiciaire ouverte, donc par le juge d'instruction entend obligatoirement l'inculpé. Donc, en France, l'inculpé ne peut pas être entendu par le juge d'instruction en l'absence d'un avocat. L'avocat est obligatoire. L'avocat est obligatoire, apparemment, d'après ce que je vois, au Gabon, l'avocat n'est pas obligatoire. Je ne m'avance pas, je n'ai pas fait de recherche sur ce point-là. Mais en France, ce qu'il faut savoir, c'est que devant le juge instructeur, l'avocat est obligatoire. Donc, il y a un premier interrogatoire donc, de l'inculpé. Donc, à l'issue donc de ce premier interrogatoire, donc, il y a des possibilités qui s'offrent au juge d'instruction. D'accord? Donc en France, le juge des libertés et de la détention peut être saisi lorsque le procureur de la République veut requérir un placement en détention provisoire. Donc au Gabon, on parle de détention préventive. Donc en France, lorsque le procureur de la République veut requérir une détention provisoire, le juge de la liberté et de la détention, le juge de la détention et de la liberté donc sera saisi. Donc il y aura un débat contradictoire entre l'avocat de l'inculpé, le procureur de la République qui va faire ses réquisitions relatives donc à la détention provisoire. Il y aura le juge des libertés et de la détention et sa greffière. Donc, si comment dire, en général, donc quand il n'y a pas de détention provisoire, le procureur de la République peut tout simplement requérir, comment dire, alors, excusez-moi, j'arrive. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, on sécurise. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter. Jury. Ok. Alors, donc du coup, comment on fait ça là encore là? Comment on fait ça là? Voilà, ok. Voilà. Voilà. Donc, je suis en train de parler, donc on était sur comment dire, alors. Donc, on était sur l'instruction. Donc, à l'issue donc, du premier interrogatoire, le juge d'instruction va saisir, donc le juge des libertés et de la détention sera saisi pour un débat contradictoire sur soit la détention provisoire
ou le contrôle judiciaire. En général, l'avocat de la défense demande à ce que son client puisse bénéficier d'un contrôle judiciaire alors que le procureur de la République va requérir une détention provisoire. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a ce débat-là. Ce débat-là est mené parce que en fait la personne entendue doit tout simplement offrir ce qu'on appelle des garanties de représentation. C'est-à-dire que la personne doit justifier qu'elle sera capable de répondre aux convocations du juge d'instruction lorsque cela sera nécessaire et que la personne ne va pas exercer une certaine pression comme on voit là sur les réseaux sociaux, une certaine pression, voire de l'opinion publique ou au niveau des victimes ou encore une pression au niveau des co-auteurs ou comment on dit, ou encore que la personne ne va pas tout simplement quitter le territoire. Donc il y a plusieurs garanties de représentation. Donc la défense va apporter des éléments de preuve qu'il n'y aura pas de pression exercée au niveau par exemple de l'opinion publique, au niveau de la victime, soit parce qu'il n'y a pas de victime, au niveau de comment dire des co-auteurs, là peut-être parce qu'il n'y a pas de co-auteur, on va pouvoir justifier aussi que le client a comment dire a une famille, le client travaille, le client peut-être n'a pas de casier judiciaire, etc., etc. Et de l'autre côté, le procureur de la République va dire l'inverse de ce que vous apportez. Donc c'est en cela en fait que va comment dire, donc les garanties de représentation est un élément très important pour garantir en fait le bon fonctionnement de la justice. Donc, si la personne, lorsque le jugement ou l'ordonnance qui sera rendue donc à l'issue donc de ce débat-là contradictoire, si par exemple le procureur, le juge saisi décide d'un contrôle judiciaire, en général, le contrôle judiciaire est suivi de plusieurs obligations. Donc, ça peut être l'obligation de ne pas quitter le territoire, d'accord? L'obligation de ne pas rentrer en contact avec les victimes, l'obligation de soins, l'obligation de travailler, voilà, l'obligation de ne pas, par exemple, se rendre si l'infraction a été commise, par exemple, sur un département donné, l'obligation de ne pas se rendre sur ce département-là. Donc, en général, un contrôle judiciaire est suivi de nombreuses obligations. Et si le juge saisi décide de ne pas aller sur cette voie-là, la personne ira tout simplement en détention provisoire. Donc voilà. Je vais laisser la parole donc à Yeba Jury. Je vais laisser la parole à Yeba Jury s'il peut ouvrir son micro. Oui, bonjour maître. Bonjour. Je tenais déjà à vous remercier en tout cas de, de cette vulgarisation de nos textes. C'est très important, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Euh, En fait, j'avais pas spécialement de choses à dire tout à l'heure par rapport à l'amnistie. Alors, j'ai pas plus d'éléments que ça, mais il me semble que si loi d'amnistie il y a, euh, c'était uniquement par rapport aux membres du CTRI, a priori, hein. Enfin, après, il faudrait qu'on vérifie. Mais de tous les échanges que j'ai pu écouter sur TikTok notamment, il me semble pas qu'il y ait de loi d'amnistie ou de loi d'amnistie pardon pour les mises en cause, on va dire, hein, pas les protagonistes, mais en tout cas les mises en cause. Et je sais pas, enfin je sais pas si vous disiez le contraire. C'est pour ça que j'avais fait ce commentaire là. Non, je dis pas le contraire, en fait. Je disais, de manière générale, par rapport au bon fonctionnement de la loi, le juge d'instruction ne peut pas ouvrir une information ou l'information, il va, à l'issue de l'information, s'il y a une loi d'amnistie, hein, qui a été rendue, publiée, le juge d'instruction doit tout simplement rendre une ordonnance de non-lieu. Voilà. D'accord. En fait, Voilà. c'était Donc enfin, c'était par maintenant, rapport au texte. puisque ça fait l'objet de l'actualité, qu'on nous sorte la loi d'amnistie. La loi d'amnistie, c'est pas un discours en fait.
C'est pas un discours. Il y a comment dire, comment je peux dire ça? Le Parlement de la transition pour voter normalement les lois, comment dire, les lois. Donc, qu'on nous sorte alors la loi qui a été votée par le Parlement de la transition, une loi d'amnistie. Moi, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, même pour le CTRI, hein, moi, j'ai pas connaissance de cette loi-là pour les membres du CTRI, en fait. D'accord, en fait, je comprends juste que vous le disiez justement de manière générale par rapport Voilà, de manière générale. Ok, ok. C'était pas spécifiquement par rapport à la situation. Alors là, Si, si c'est spécifique, je touche ce point-là parce que c'est pour aussi éclairer. oui, Voilà. tout à fait. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas anodin, en fait. Oui. Alors, bah, là, je regarde, hein, j'essaie de voir sur Internet si en effet il y a une loi d'amnistie pour la situation. Ce serait bien peut-être qu'on la consulte pour voir. Mais oui, c'était juste ça l'objet de mon commentaire en fait. Pas plus. Et là, je suis venu avec mon compte principal pour essayer de ramener un maximum de personnes. Bon, je vois qu'il y en a quand même toujours pas. Parce que je faisais les commentaires sur mon second compte. Mais là, c'est sur le compte où j'ai des abonnés qui me suivent. Bon, ils sont pas là, malheureusement. Ouais. Il est 19 h, ouais, je comprends. Donc, ben, il n'y a pas de souci, hein, y a pas de souci. Donc, moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Donc, ce live-là, je vais le mettre sur mon compte. Il y a pas de souci. Donc, par loi d'amnistie, il faut entendre par là, en fait, une loi qui vient, c'est une loi de pardon, en fait, qui vient effacer les personnes qui ont été condamnées pendant une période donnée, qui ont été condamnées pour des faits en lien avec la politique et qui vient aussi garantir que les personnes qui n'ont pas été condamnées mais qui ont commis des infractions en lien avec la politique, ces personnes-là ne pourront pas être inquiétées. C'est un peu ça la loi d'amnistie en fait. Et moi, j'ai pas connaissance de cette loi-là. Mm. Est-ce que vous pensez que alors là, je suis en train de regarder, je trouve pas sur Internet si elle existe. Mais est-ce que vous pensez que ce serait pertinent qu'il y ait une loi d'amnistie qui inclut les activistes notamment qui ont voilà je sais pas comment dire ça, qui ont fait leur travail avant justement la chute du précédent pouvoir. Est-ce que vous pensez que voilà, ça peut être pertinent que la loi d'amnistie aille jusque-là? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut d'abord, tout le monde le crie haut et fort, avant d'aboutir à une loi d'amnistie, qu'il y ait cette commission-là, justice, hein, réparation et conciliation. Il Mhm, faut d'abord qu'on se parle, hein, mhm. qu'on dise exactement ce qui s'est passé, qu'on explique aux Gabonais pourquoi on en est là, en fait. Et à l'issue de D'accord. ça, on voit ensemble s'il y a lieu de se pardonner ou pas. D'accord. Alors, Moi, je pense qu'il faut d'abord un dialogue. Il faut qu'on arrive à dialoguer. Il faudrait pas que ce soit le fait des représentants, c'est-à-dire et sachant que les députés qui siègent actuellement là à l'Assemblée nationale, ce sont des députés qui ont été nommés. Ce sont oui, vraiment pas des représentants du peuple. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Il doit y avoir un dialogue national. Il doit y avoir un dialogue national. Ça peut pas être seulement une loi votée par comment dire, les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Non, je ne pense pas. Il faut un dialogue national. d'accord. Donc C'est mon point de vue, hein. Après, je sais pas ce que toi tu en penses, mais c'est mon point de vue. alors moi, Donc, il y a Ludwig qui dit, mais s'il y avait une loi, on l'aurait su. Mais par contre, il y a eu un discours quand il est arrivé à Paris, il avait fait un discours dans ce sens. ah oui, alors par rapport à la loi d'amnistie, ce que je peux confirmer, parce que là, j'ai quelques articles de journaux sous les yeux qui Oui. indiquent que c'est prévu, enfin, du moins, c'était prévu dans le cadre de la charte et dans le cadre des premiers discours qui ont été tenus par le responsable de la transition. Donc, et c'était indiqué que ça se limiterait effectivement aux militaires. Voilà, c'est ce qui était prévu. Mais alors, sur ce que vous disiez, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Si le sens de la loi d'amnistie, et d'ailleurs vous l'avez bien expliqué, c'est effectivement une sorte de loi de pardon, eh bien le pardon arrive au bout d'un processus. Il
Il faut C'est effectivement ça, qu'il y ait un processus c'est pour ça. aboutir au pardon. Et naturellement, d'autant plus que la loi d'amnistie, bon, étant une loi, il faudrait qu'elle soit votée par le Parlement. Je dirais pas que le Parlement actuel est illégitime, mais en tout cas, Ou par référendum. Ou par voilà, référendum, ou par le absolument, Parlement, ou par référendum. Mais moi, je pense que le référendum s'y est même, en fait. C'est un référendum. Puisque c'est à l'issue d'un dialogue national, c'est, voilà, il faudrait que le peuple se prononce directement. Et tout à non par fait. l'intermédiaire de ses représentants. Mhm. Et enfin, la difficulté aussi, surtout par rapport aux représentants, enfin, entre guillemets, je parle du Parlement de la transition, enfin, c'est un Parlement qui est nommé. Donc, effectivement, la légitimité ici, on va dire, enfin, elle n'est pas aussi prégnante que si ça avait été des personnes qui avaient été effectivement élues au suffrage universel direct. Donc, effectivement, la question se pose. Puis, Exactement. s'il faut une loi d'amnistie, naturellement, il faudrait qu'elle vienne au bout d'un processus et surtout qu'elle soit entérinée par un référendum. Oui, ça, ce serait vraiment l'idéal. Ouais. Donc ça, c'est toi qui a, non, c'est même pas, c'est jury, l'IEP qui dit, en l'occurrence, il n'y aurait pas d'amnistie pour les protagonistes. D'accord. En fait, c'est moi. Ah, C'est moi, d'accord. mais avec mon compte, mon second compte. Parce que D'accord. j'ai un second compte, oui, parce que, vous savez, il y a plein de... Enfin, c'est un peu compliqué sur TikTok, plein de signalisations, etc. Donc, j'ai un compte de secours. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup, comment dire, comme on communique pas suffisamment sur nos tests de loi, c'est-à-dire que chacun est capable de venir apporter des interprétations, et comme c'est des personnes qui, en général, sont beaucoup suivies, il Oui. suffit voilà, que ces personnes-là disent quelque chose pour que ça soit considéré comme étant vrai, quoi, en fait. Et ceux qui ont de la connaissance ne s'adonnent pas forcément à cet exercice de communication-là, à la masse. Alors, je souscris en partie à ce que vous dites, mais je rajouterais aussi qu'il y a comme une forme de paresse, en gros guillemets, qui est partagée dans la société gabonaise, dans le sens où les gens ont tendance justement à, à ne pas faire l'effort de la complexité. C'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire. C'est ce J'ai que je veux dire. compris. Voilà. Mais voilà. Et sincèrement, je l'ai éprouvé. Voilà. Je l'ai éprouvé. Ça fait quelques mois que je suis sur les réseaux et que je vulgarise certains concepts de droit. Et en fait, c'est là, c'est que c'est ambiant, c'est latent. Les gens ont un vrai problème avec la complexité. Donc oui, j'entends, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement suivis et donc qui ont un poids et dont le propos porte. Mais au-delà de ça, en face, ils ont un public qui est plutôt, voilà, qui est plutôt facilement réceptif, qui se complaît comme ça dans une forme enfin, je vais utiliser une forme de néologisme, dans une forme d'incomplexité. Et ça, c'est un peu dramatique, j'ai envie de dire. Donc voilà, on essaie de faire les efforts et c'est pour ça que je suis vraiment, quand je vois, quand vous faites vos lives et tout, je viens tout de suite, je like, je partage, etc. Pour qu'on essaye de, si j'ose dire, de décrasser un peu tout ça. Parce que la vérité, c'est ça, hein. On va un peu décrasser tout ça, dépoussiérer un peu tout ça et créer, et susciter, s'il faut, l'envie chez les gens de revenir un peu vers de la complexité. Et d'ailleurs, ce qui serait d'autant plus intéressant, c'est que ce type de plateforme justement se multiplie, pas que sur TikTok, sur Facebook, sur d'autres types de réseaux. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir les réseaux sociaux pour que ce ne soit plus que les. Je vais être un peu je vais être un peu dur, mais pour que ce ne soit plus que les tonneaux vides, entre guillemets, qui fassent du bruit. Parce que s'il n'y a pas d'offre aussi, peut-être que comme il n'y a pas d'offre aussi, bah justement, les gens ont moins tendance à venir vers la complexité. Donc, il faut justement qu'il y ait cette offre. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, en tout cas, pour le moment. Mm. En tout cas, merci. El Sapolo, je n'ai pas tout le nom en fait. Ah, il est parti lui. Ou bien il a eu un appel. Il est parti. Donc dans un précédent live, j'ai échangé avec des compatriotes qui s'offusquaient du fait que en fait la justice, en fait quand je faisais le live, ce que je lisais en dessous c'est un peu mais tu es dans le monde des bisounours, au Gabon ça se passe pas comme ça, tu sais rien, dans la pratique c'est tout autre chose, etc., etc. Donc c'est vrai.
je sais pas si tu es là depuis le début de ce live là. Je disais que en fait je ne suis pas en train, quand j'expose en fait le fonctionnement normal de la justice, puisqu'on nous parle de restauration de la justice, et que en principe la justice a un fonctionnement normal, mais sauf que par moment ce fonctionnement là est mis de côté au profit en fait des intérêts personnels d'une certaine classe, soit de l'exécutif, ou voire même on va plus de l'exécutif, Donc du coup, on va mettre de côté le fonctionnement normal, hein, et parfois même les choses fonctionnent normalement, hein, les choses fonctionnent normalement, mais on va venir présenter les choses de manière anormale, hein. On va venir présenter les choses de manière anormale. Non, je n'ai pas été entendu par le procureur de la République, j'ai directement été entendu par le juge d'instruction, ce n'est pas normal. Mais si, le plaignant peut directement saisir le juge d'instruction. La loi l'autorise. En droit gabonais, le plaignant peut directement saisir le juge d'instruction. Et à la fin du premier interrogatoire, le juge d'instruction peut t'interdire, peut ordonner une interdiction de quitter le territoire pour les besoins de l'enquête. Donc il y a des choses comme ça qui sont dénoncées et qui viennent en fait remettre en cause le fonctionnement normal de la justice aussi, je remarque. Mais ce que vous soulignez est juste. Alors, je pense qu'ici, le vrai problème, effectivement, c'est la question de la vulgarisation. Enfin, on revient toujours à cette question-là. Mais voilà, la question de la vulgarisation des textes. Et comme justement, alors, moi, j'ai essayé, j'ai tenté un peu de théoriser ça parce que je rédige aussi des articles. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est vraiment la question de une écrasante majorité de citoyens, d'individus, une écrasante majorité de Gabonais qui doivent accéder à la qualité de citoyen. Parce que derrière la qualité de citoyen, ça induit des choses. C'est pas seulement avoir des droits et des obligations, mais c'est connaître les droits les plus basiques, connaître les règles de base du fonctionnement de l'État. Ça, je pense que même si on ne sait pas lire et écrire, je pense que j'ai vraiment l'intime et la forte conviction que c'est quelque chose qui est totalement possible. Parce que quand on essaie de voir un peu notre société traditionnelle, comment elle fonctionnait, bah en fait, c'était des sociétés comme on l'entend au sens du droit. Donc évidemment que les gens qui vivaient dans ces sociétés, quand bien même ils ne savaient pas lire et écrire, bah elles connaissaient les règles de base du fonctionnement de la société et elles vivaient conformément. Et ceux qui ne respectaient pas, bah il y avait des sanctions. Donc ce qui veut dire que accéder à la qualité de citoyen, c'est totalement envisageable, qu'on sache lire ou pas. Sauf que l'enjeu, en fait, pour moi, se trouve là, parce que le progrès ou un état de droit ne prospère qu'en s'appuyant sur des citoyens. Sauf que justement, moi j'estime qu'aujourd'hui, malheureusement, une écrasante majorité de Gabonais n'ont pas encore accédé à cette qualité. Et pour revenir précisément à la question du droit dont nous sommes en train de parler, eh bien c'est ça le vrai problème. Quand les gens se mettent même à dire des choses qui sont contre ce que les textes précisent, ou quand les gens se mettent à ne pas croire à ce que les textes prévoient même, c'est que justement, on est au cœur de cette question, de la question de l'accession à la qualité de citoyen. Accéder à la qualité de citoyen, eh ben, il faut donner les outils aux gens, il faut mettre des moyens en place pour que les gens accèdent à cette qualité. Et je pense que la vraie question, oui, elle se trouve là, et c'est un vrai sujet que la transition actuelle devrait traiter. Voilà. Autre point, on nous parle de, comment dire, de restauration des institutions, on nous parle également du référendum, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la place du procureur de la République dans la justice, il faut savoir quelle est la place du procureur de la République dans la justice pénale. Le procureur de la République est un subordonné au ministère, au ministre de la Justice. Nos textes le prévoient. Donc, quand vous dites que la justice est aux ordres, la justice est aux ordres, non pas, c'est pas un fait. C'est quelque chose qui est prévu par la loi. C'est quelque chose qui est prévu par la loi. Maintenant, si vous voulez vous attaquer à la justice, attaquez-vous au test de loi. Puisque là, actuellement, on nous parle d'un référendum. Si vous voyez que le fonctionnement actuel du procureur de la République en termes d'instruction n'est pas normal, mais à ce moment-là, il faudra faire supprimer le test de loi qui fait que le procureur de la République est un subordonné du ministre de la Justice. Donc, est un subordonné des membres de l'exécutif.
voyez? Donc, on nous parle de séparation de pouvoir, sachant que le procureur de la République est un magistrat. C'est un magistrat debout. C'est un magistrat debout. On nous parle de séparation de pouvoir, c'est-à-dire le régime présidentiel. Hein? Mais qui dit séparation de pouvoir dit absence de collaboration entre les différentes institutions. Or là, dans la Constitution, par exemple, il est prévu que le président de la République peut nommer les membres composant la Cour constitutionnelle. Il peut nommer, je crois, 3 membres. Et on sait très bien ce qui se passe lorsque une personne physique a été nommée par une autre personne physique. Cette personne physique-là devient redevable. Donc, mettant ainsi en cause les principes de neutralité, d'indépendance, de probité, etc. Vous voyez? Donc, si vous voulez vous attaquer à un moment donné, par moment, il ne faut pas s'attaquer à des personnes. Il faut s'attaquer à nos textes de loi, en fait, qui sont mal faits. Parce qu'il y a souvent des propos que j'entends. À un moment, moi-même, avant que j'aille en profondeur des textes fondateurs du pays, j'avais ce discours-là qui consistait à dire que non, en fait, on a de très bons textes, mais ce sont nos hommes qui sont pas bons. Mais en fait, en réalité, non. Nos hommes ne sont pas bons, c'est-à-dire nos autorités ont probablement des défaillances, des défauts, mais nos textes aussi ne sont pas bons. Nos textes aussi ont un problème. Alors, sur cette question, sur la question justement de l'indépendance du parquet, voilà, parce que c'est le vrai sujet effectivement que vous avez souligné, je me dis que pour moi, il y a 2 sujets. Alors, effectivement, c'est prévu par les textes. Et on va pas faire grief au procureur d'agir conformément au texte. Enfin, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite dans le cadre de l'État, de droit et de la République. Il faut agir conformément au texte. Ça, Même si même si les gens n'adhèrent pas au texte. Ça, c'est un autre sujet. En revanche, ce que je voulais quand même souligner, c'est que, effectivement, le sujet de la réflexion, ou en tout cas de la conception de nos institutions, à l'aune de qui nous sommes intrinsèquement. Et là, je reviens sur la question de la civilisation bantou-pygmée. Bon, voilà, nous sommes une civilisation bantou-pygmée, nous avons une vision du monde. Peut-être que ce serait intéressant aujourd'hui, que nous sommes justement dans une phase de remise à plat ou de remise à jour de tout, qu'on réfléchisse la conception de nos institutions conformément à qui nous sommes intrinsèquement. Parce que la civilisation bantou-pygmée a produit une philosophie, a produit une vision du monde, a produit des règles quand on va regarder notre droit coutumier, etc. Il y a une façon de faire. Peut-être que l'originalité, justement, de la remise à plat des institutions peut venir de là, peut venir de s'inspirer de comment ça s'est passé. Moi, en tout cas, effectivement, je considère que on peut peut-être envisager de consacrer l'indépendance du parquet. Sauf que on voit qu'il y a des pays où le parquet n'est pas indépendant, et d'ailleurs, on s'est inspiré de ce pays-là, je pense notamment à la France. La France, oui. Mais les choses semblent plutôt fonctionner correctement. Vous êtes avocate en France, donc vous voyez comment ça se passe. Oui, exactement. Et jusqu'à preuve du contraire, enfin, alors moi, quand j'étais à la fac, j'ai entendu des débats par rapport à ce sujet. Hein. C'est pas que le débat n'existe pas en France, le débat existe, mais il n'est pas aussi prégnant et il n'est pas aussi, comment dire ça, clivant qu'au Gabon, parce que précisément, l'état de droit fonctionne. L'état de droit marche. Donc, le sujet de l'indépendance du parquet ne va pas être aussi clivant. Or, je pense que chez nous, ce qui fait en sorte que le sujet de l'indépendance du parquet se pose avec d'autant plus d'acuité, c'est peut-être aussi la défaillance de l'état de droit. Donc, je ne sais pas si la solution, c'est de réfléchir à une nouvelle conception du parquet conformément à ce que nous sommes intrinsèquement, ou peut-être finalement l'autre solution aussi, ce serait simplement de dire que vivement que l'état de droit advienne enfin, pour que même si l'institution du parquet demeure toujours rattachée au ministère de la Justice, eh bien ça ne pose pas tant que ça de problème, puisque derrière l'état de droit marche correctement, et donc finalement les choses suivent leur cours sans problème. C'est pas très très clair ce que je suis en train de dire, mais j'essaie simplement de dire, pour parler de manière très simple, que
s'il y a l'état de droit, peut-être qu'on n'aura pas besoin de rendre le parquet indépendant. Parce qu'on a des exemples dans d'autres pays où on voit que le parquet n'est pas indépendant parce qu'effectivement, il y a une nécessité de mise en œuvre d'une politique pénale aussi, il faut quand même le savoir. Oui. Mhm. Et on voit que ça fonctionne. Bah, en France, ça fonctionne. Pourquoi? Bah, parce que derrière, l'état de droit est plutôt, semble ne pas être défaillant. Or, chez nous, je pense que le vrai sujet, c'est peut-être celui-là. Alors, soit on réfléchit réellement à la mise en œuvre de l'état de droit, soit on décide de remettre tout à plat conformément à qui nous sommes intrinsèquement, et peut-être que la solution serait là. J'en sais rien. J'ai pas la science infuse, mais j'essaie de dire voilà ce qui me semble voilà. Non, c'est parce que l'article 17, par exemple, hein, du Code de procédure pénale, dit le ministre chargé de la justice a autorité sur tous les membres du ministère public. C'est normal, ça? Un ministre nommé qui a autorité sur tous les membres du ministère public, c'est normal, ça? Bah, Moi, j'ai un problème avec ce test-là, en fait. Pour moi, c'est pas normal. bah oui, quand on dit à autorité, effectivement, surtout, alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire que là même dans mon commentaire, je vais peut-être sortir. Oui. Oui, le ministre, non mais qu'on comprenne vraiment, puisqu'on est en plein là-dedans, on parle de référendum, de réforme des institutions. Mhm. Article 17 du Code de procédure pénale, et on crée aussi au dysfonctionnement de la justice. L'inaction du procureur de la République, ou le fait qu'il choisisse qu'il veut poursuivre en fait. Hein? Ou Mhm. quand on le saisit, il est dans l'inaction totale. Ou peut-être qu'il attend que le ministre de la Justice fasse quelque chose. Et du côté du ministre de la Justice, on n'a rien. Entre-temps, l'article 17 du Code de procédure pénale vient dire le ministre chargé de la Justice a autorité sur tous les membres du ministère public. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de la Justice peut même interdire le procureur de la Justice de diligenter des poursuites à l'égard d'une personne. Ah, Implémenter un mais mécanisme de contrôle sur l'activité juridique pour rendre opérationnel l'état de droit. enfin, je ne sais pas si la question c'est vraiment d'implémenter. Alors, de toutes les façons, sur ce que vous disiez tantôt, il me semble que l'article 18 dit que le ministre de la Justice ne peut pas donner d'instruction de ne pas Voilà, poursuivre. non mais j'essaye déjà, voilà, voilà, Oui. c'est vrai, l'article 18 vient dire le ministre de la Justice ne peut donner d'instruction de ne pas poursuivre. Ok. Mais il y a une forme un peu de contradiction, effectivement, entre ces deux textes. Ça, qu'on se le dise. Si on fait une interprétation, oui, il y a une forme de contradiction parce qu'on ne peut pas avoir autorité et derrière ne pas pouvoir dire de ne pas poursuivre. Enfin, bref, c'est un peu une sorte d'oxymore, mais enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. Mais pour revenir au commentaire En qui fait, moi, dit... ce que je comprends de Oui. l'article 18, c'est-à-dire qu'une fois que le ministère public s'est saisi d'une affaire, le ministre de la Justice ne peut pas venir l'en empêcher de poursuivre. C'est ce que je comprends. Bah, sauf que si le ministre de la Justice a autorité sur lui, ça veut dire qu'a priori, avant même de poursuivre, il s'en refait. On est Hein. d'accord. Bah oui, On est d'accord. ça me semble, On ouais. est d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une forme un peu d'oxymore, mais bon, on n'est pas à une oxymore près. Hein. Mais voilà, Comment garantir l'indépendance de la justice avec des tels tests, en fait? C'est toute la question. c'est toute la question, effectivement. C'est toute la Puisqu'on question. nous parle de réforme des institutions et de garantir l'indépendance de la justice, il faut faire sauter ces deux tests-là. C'est pas possible. Ou améliorer son contenu. C'est pas possible. On peut pas laisser ces tests-là. C'est pas possible. Et c'est ce qui vient paralyser le fonctionnement de la justice. Pénale, en tout cas. On est sur la justice pénale. Hum. C'est pas Alors, possible. ce qui est sûr aussi, c'est que, alors moi j'avais proposé dans le cadre du dialogue, j'avais envoyé mes propositions avec les représentants de la diaspora. Alors c'est peut-être extrême ce que j'avais proposé, mais moi j'avais proposé que pourquoi ne pas élire les magistrats parquetiers comme on fait aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, les procureurs ils sont élus. C'est peut-être un peu extrême,
mais au moins le procureur, il se présente devant les administrés de sa circonscription. Il dit, voici ma politique pénale. On sait par exemple qu'à Libreville, il y a un gros problème d'insécurité. Les procureurs font campagne. Ils disent, voilà, moi, je remarque qu'il y a si, ça. Voilà ce que moi, je propose. Et on a vu ailleurs, ça s'est passé comme ça, et ça a produit ses fruits. Ok, Banco, il est élu. Les administrés lui donnent leur confiance. Et puis, il a 9 ans de mandat où il ne peut pas bouger, enfin en dehors effectivement des contre-pouvoirs imposés par la loi. Et puis pendant 9 ans, voilà, il met en œuvre sa politique et on voit ce que ça donne. Et dès que ça termine, bah, on passe à autre chose. Peut-être, hein, peut-être que la solution pourrait venir de là, mais enfin, voilà. En fait, tu touches un point qui permet, ce n'est pas extrême si on veut une indépendance du pouvoir, du pouvoir judiciaire. C'est une question ou c'est une affirmation? En fait, le point que tu es en train de souligner là permet d'expliquer pourquoi on a ces tests-là. Pourquoi on a ces tests-là? Pourquoi est-ce que le ministère public est rattaché en fait à l'exécutif? Parce que l'exécutif vient avec un programme d'action. Et en général, dans ce programme d'action aussi, il y a une politique au niveau de la sécurité. Et donc, c'est ce qui, moi en partie, hein, peut-être permet de justifier ce rattachement-là du ministère du ministère public à l'exécutif. On voit par exemple en France, quand surtout les partis de droite ont souvent une politique axée sur la sécurité. Hein, sur la sécurité aux frontières, la sécurité à l'intérieur du territoire, la sécurité. Donc du coup, quand une fois le parti élu au suffrage universel, ben, quand ils viennent au pouvoir, ben, ils mettent en place leur programme d'action. Et donc là, ils peuvent manœuvrer en ayant donc le ministère public à leur côté en fait. Tu vois, avec des tests qui précisent que le ministère public est subordonné à l'exécutif par le biais donc du ministre de la Justice. Ça leur permet d'implémenter facilement la politique liée à la sécurité pénale. Ouais. Oui, mais en l'occurrence, si effectivement cette réforme passe, hein, si cette idée peut être mise en œuvre au Gabon, bah, ce serait comme aux États-Unis, c'est-à-dire que la question de la politique pénale, ou en tout cas de la question de la politique oui, on va dire la politique pénale, je ne veux pas dire la politique sécuritaire parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais la question de la politique pénale ne ferait plus l'objet d'une campagne dans le cadre d'élections législatives, présidentielles, etc. Ce serait simplement une compétence, voilà, des procureurs élus, et les procureurs feraient leur campagne sur ce sujet, voilà. Et c'est pas amputer le politique. Et tu penses que ça permettra, par exemple, à un tel procureur de poursuivre plus facilement et de manière aisée un membre de l'exécutif? Totalement. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, comme je vois ma proposition, le procureur serait quelqu'un autour duquel on mettrait en place une loi, ou en tout cas des dispositions qui feront en sorte que ce soit quelqu'un de quasi incorruptible, dont la sécurité serait extrêmement renforcée, inamovible de par son mandat. Je sais pas, enfin, on mettrait tout en place parce que c'est ça la question. Il y a la question de la corruption, il y a la question de la sécurité, il y a la question comment ça s'appelle, de la rémunération. Il y a la question de l'inamovibilité aussi, de l'indépendance. Une fois qu'on règle toutes ces questions dans le cadre d'un vrai état de droit, bon, pour moi, ça me semble pas déconnant. Mais après, à voir. Mais maintenant, en restant en fait avec la logique actuelle là, comment est-ce qu'on peut garantir l'indépendance du procureur de la République? Est-ce que le procureur de la République ne doit pas être soumis à une sorte de déontologie, hein, qui fait que bien qu'étant subordonné du ministre de la Justice, hein, qu'il respecte au moins cette déontologie-là. La déontologie donc de l'indépendance. Un avocat, par exemple, peut travailler être collaborateur d'un autre avocat, mais il y a toujours cette notion d'indépendance-là. En fait, l'avocat est un professionnel libéral et qui travaille de manière indépendante. Tu vois? Donc, du coup, comment allier ce lien de subordination-là qu'a le ministère du public à l'égard de l'exécutif et cette déontologie-là, c'est-à-dire l'indépendance, la probité, tu vois, la neutralité?
Mais, C'est cette personne qui est capable même de poursuivre son ministre de la Justice. Ah mais bah oui. c'est, mais en fait, Au nom, la justice, elle est rendue au nom du peuple gabonais. ah oui, oui, totalement. Voilà. Mais en fait, il y a deux éléments pour moi qui font en sorte que c'est impossible. Parce que, bon, déjà, les procureurs, ils sont soumis à, comment ça s'appelle là, au statut des magistrats. Et les magistrats, ils ont un Oui, statut, ils ont des règles. c'est un magistrat debout, mais Voilà. c'est un magistrat, il sort aussi de l'école nationale de la magistrature. Oui, oui. Voilà. Donc en fait, on n'aurait pas forcément besoin de mettre en place un statut, enfin des règles déontologiques spéciales, puisque à mon sens, elles existent déjà. Pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est euh, le fait que, par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est précisément le chef du ministre de la Justice qui est président, je crois, président, ou en tout cas direct, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est lui qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le procureur, sachant très bien que son avancement de carrière dépend de ce qui est décidé ou pas dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature, bah, pour moi, il y a une forme de conflit de loyauté qui fait en sorte que en me mettant à la place d'un procureur, je comprendrais qui se disent que le plus important, c'est vraiment de respecter le lien de subordination qu'il a avec le ministre. Premier élément. Deuxième élément, il faut quand même prendre en compte notre sociologie. Alors, moi, je me baladais dans les rues de Libreville en août 2022, et très sincèrement, ça faisait à peu près 7 ans que j'étais pas allé au Gabon. Je suis reparti en 2022 en vacances. Et très sincèrement, le terme autorité, je pense que tous ceux qui sont sur le panel avec moi aujourd'hui, ils savent que quand on dit autorité au Gabon, c'est comme si on avait soulevé le ciel ou je sais pas trop quoi. C'est sociologiquement, le mot autorité, c'est un mot, quand je parle d'autorité, je parle ici d'une personne qui est responsable dans l'administration ou qui est, voilà. Et donc, quand on appelle cette personne autorité, c'est vraiment quelqu'un qui pèse de tout son poids. Donc, dans cette sociologie-là, où on a cette forme de déférence, j'ai envie de dire à outrance vis-à-vis des personnes qui sont nos supérieurs hiérarchiques ou bien qui ont des responsabilités, eh ben, je ne pourrais pas faire le grief au procureur de se comporter de sorte à vraiment rester attaché au lien de subordination. Donc, il y a ces deux éléments-là dont on ne tient pas compte. Le premier élément, comme je le disais, je le rappelle, c'est la question du Conseil supérieur de la magistrature. Si le chef du ministre de la Justice, qui a le lien de subordination avec le procureur, est le président du Conseil supérieur de la magistrature, bah moi, en tant que procureur, bah oui, j'ai intérêt à me mettre à filer droit. Le deuxième élément, c'est cette pesanteur culturelle ou sociale là du mot autorité qui fait en sorte que, même avec toute la volonté du monde, tu baignes dans un environnement où celui qui est ton supérieur hiérarchique, bah, il pèse de tout son poids face à toi, et même tous les autres qui sont autour de toi considèrent qu'il pèse de tout son poids. Donc oui, j'ai un peu intérêt aussi à filer droit, quand bien même il y a des règles déontologiques qui devraient normalement faire en sorte que j'agisse de manière indépendante. Donc c'est un peu ça. Mais C'est en comme même si temps, c'est un dieu, effectivement. c'est pas parce qu'on a autorité sur une personne que on a tous les droits. Les parents, par exemple, ont l'autorité parentale sur les enfants, mais c'est pas parce que les parents ont ce droit-là ou ce pouvoir-là que qu'ils ont le droit maintenant de maltraiter ou de faire du n'importe quoi à l'égard des enfants. Donc même celui qui a autorité sur une personne sur une personne, il y a quand même des limites. Donc cette personne-là doit quand même respecter aussi le principe d'indépendance, le principe d'indépendance de l'autorité inférieure. Parce que le procureur de la République, c'est aussi une autorité. Donc le ministre de la Justice doit être capable aussi de respecter la déontologie que doit observer un procureur de la République dans le cadre de sa profession. Donc la magistrature. Ben, peut-être qu'à ce moment, il faudrait justement que le président qui nomme le ministre ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait que, j'ai pas saisi, il faudrait que... Il faudrait que le président, qui est le chef du ministre, ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est tout Ça ça enlève. qu'il faut Voilà. nettoyer. L'exécutif n'a rien à voir dans aucun organe Mhm. de l'institution judiciaire.
l'exécutif, tout membre de l'exécutif n'a rien à voir. C'est ça là qu'il faut nettoyer en fait. La nomination comment dire, c'est-à-dire le fait que le président de la République peut nommer 3 membres de la Cour constitutionnelle, le fait que le président de la République est celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien ça, non? C'est exactement ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout ça qu'il faut. C'est tout ça. Ce sont ces pleins pouvoirs là qu'il faut faire sauter au président de la République. C'est pas possible. Et là, effectivement, on revient toujours à la question de l'état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit... L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, je vois que tu es juriste. L'état de droit, c'est dit qu'on a un test on a des lois et les personnes qui sont qui représentent le peuple sont là ou les magistrats qui sont là pour appliquer la loi font fonctionner, les autorités font fonctionner le pays en observant les tests de loi. Mais si nos tests de loi ne sont pas bons pour le peuple, même en les observant, il y aura toujours des dysfonctionnements. Donc si ça se trouve, le Gabon est un état de droit, parce que, je le dis, mais si nos tests ne sont pas corrects, même en observant nos tests de loi, rien ne marchera. Oh, je pense que si on observait... Tu vois ce que je vais dire? Est-ce que tu vois ce que je vais dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que finalement, même si on respecte l'ordre juridique interne actuellement, où le président est quand même toujours président président du Conseil supérieur de la magistrature, avec le lien de subordination entre le ministre de la Justice et le procureur, ben, ça fera en sorte que finalement, oui, la machine de l'état de droit serait quand même un peu enrayée, puisque c'est pas des règles qui ont pour but effectivement de préserver l'intérêt du grand nombre, du plus grand nombre. Oui, je vois très bien où vous voulez. Ou soit on laisse les choses comme ça, mais on renforce les règles déontologiques de chaque métier. Et il y a un là qui parlait d'un organe de contrôle en fait. Il faut un organe de contrôle. Il y a un là qui parlait dans les tests. C'est une affirmation... Ou c'était toi peut-être en commentaire qui disait il faut un organe de contrôle. Non, c'est une dame, c'est Luigi. C'est Luigi qui disait ça. D'ailleurs, Luigi, si elle veut bien, elle peut monter. Il ou elle d'ailleurs, s'il veut bien, il peut monter. Oui, Mais alors, Hmm. en tout cas, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que même si on met en place un organe de contrôle, bah, l'organe de contrôle, il contrôlerait sur quelle base? Sur la base des règles ou des textes qui existent. Le problème, c'est que si ces textes, comme vous l'indiquez, et fort justement, si ces textes-là sont déjà problématiques, bah, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un organe de contrôle qui viendrait contrôler sur le fondement de textes qui sont eux-mêmes problématiques. C'est ça. Imagine un organe de contrôle qui vient dire par exemple que non, cet organe de contrôle est présidé par le président et le président désigne 3 membres. Cet organe de contrôle est composé de 6 membres et le président de la République vient nommer 3 membres. Comment voulez-vous que cet organe de contrôle-là puisse sanctionner un membre de la famille du président, un membre de son gouvernement qu'il a lui-même désigné? C'est ça le problème. Si les textes ne se contredisent pas et ne reflètent pas le droit, il n'y aura jamais. Et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la... C'est-à-dire que on est très attaché à comment dire, à nos communautés. Le lien de sang est très fort. Même en matière politique, c'est que au Gabon ou en Afrique qu'on entend des choses comme ça en fait. La filiation est très forte. C'est-à-dire qu'on va parler au nom de l'affiliation, au détriment du Gabon, en fait. Telle personne, c'est le frère d'eux, c'est le père d'eux, c'est la fille d'eux. Et donc, par conséquent, telle personne ne peut pas faire contre ceci ou telle personne. C'est comme ça qu'on raisonne au Gabon. À aucun moment, on vient dire, la loi dit ceci, et comme la loi dit ceci, on doit faire conformément à la loi. Mais alors, ce sujet est extrêmement important et je pense que peut-être qu'on est en train de louper un coche, c'est celui de la construction en fait d'une nation.
Parce que si on prend même seulement l'exemple de la France, aujourd'hui, par exemple, bah, les identités basques, bretonnes, provençales, etc., sont même pas qu'un peu, elles sont très effacées. Et justement, il y a eu un travail qui a été fait pour uniformiser quelque part un peu le peuple. Et en brisant, faut qu'on se le dise, hein, en brisant ces barrières ethnocentriques, enfin tout ça, ben, on a réussi à créer une nation. Je ne dis pas que la solution au Gabon, ce serait d'effacer les groupes linguistiques, mais il faudrait qu'on brise, et ça, moi, je n'ai pas peur des mots, il faut qu'on brise ce sentiment d'appartenance à une communauté qui est beaucoup plus fort que le sentiment d'appartenance à la nation ou au pays. Et je le dis avec d'autant plus de gravité que j'ai déjà entendu des intellectuels gabonais, s'il vous plaît. Des gens qui écrivent des livres, des gens qui interviennent sur des plateaux de télévision de grandes chaînes, TV5, BFM, etc. Donc des gens qui sont invités pour se prononcer sur la situation du Gabon. Je les ai déjà entendus dire qu'ils se sentaient plus de leur groupe linguistique avant d'être gabonais. Ils considéraient d'abord qu'ils étaient de leur groupe linguistique avant d'être gabonais. Donc, il y a je sais pas pour leur faire grief, mais ce que je veux dire, c'est que ce problème-là, si même des intellectuels ont ce problème, alors à plus forte raison la population de base. Donc tout ce que vous venez de signaler, souligner là, pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui on soit en mesure de briser ce sentiment d'appartenance à un groupe linguistique qui est beaucoup plus fort que l'appartenance à la nation. Donc, la construction de la nation, et on revient toujours à mon sujet de prédilection, c'est-à-dire l'accession à la qualité de citoyen. Moi, je pense que la construction de la nation passe par faire des individus d'abord des citoyens. Parce que quand on est citoyen, ça veut dire qu'on a un sentiment d'appartenance fou par rapport à la nation, par rapport au pays, puisque on a des références historiques qui ne se limitent pas que à notre clan, à notre tribu. On a des références historiques qui sont en fait des références historiques du pays, de l'État, donc plus grandes que notre groupe ethnique. On a une vision de la religion qui est plutôt laïque. On a une connaissance des règles de base du fonctionnement de l'État. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a la question de l'histoire, il y a la question du rapport à la culture, du rapport à l'art, du rapport, je sais pas moi, il y a plein de choses comme ça qui me traversent l'esprit. Donc une fois qu'on a construit le citoyen, c'est là où justement on trouve la solution à ce que vous venez d'indiquer. Parce que oui, on aura beau avoir les meilleurs textes du monde, mais si on continue à avoir des individualités, ou en tout cas des individus qui ne se réalisent ou qui ne s'identifient qu'au travers de leur communauté villageoise, clanique ou tribale, etc., en fait, l'état de droit ne marchera toujours pas. Voilà, on aura beau faire tout ce qu'on voudra. C'est ça. À un moment donné, il faut que le Gabonais arrive à donner force à la loi. Pour les juristes, on nous enseigne qu'il y a une hiérarchie des normes. Et au-dessus de cette hiérarchie-là, on a d'abord la loi mère, c'est-à-dire la Constitution. C'est-à-dire que les lois qui sont inférieures à la Constitution ne peuvent pas venir contredire les grands principes et les valeurs qui sont dégagées au sein de la Constitution. Et c'est celle-là quand même on est en train de travailler puisqu'on nous parle de référendum. Et en dessous, il y a des normes. La coutume, parce que tu entends, alors qu'il y a des infractions qui sont commises au plus haut sommet de l'État, tu vas entendre des discours que non, nous sommes des Bantous. Chez les Bantous, le linge sale se lave en famille. J'aime la chair de poule d'entendre des choses comme ça. Mais vous mettez la loi où? Le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire que quelqu'un a détourné des fonds publics. Au lieu de traduire cette personne-là devant nos juridictions, non, tu vas entendre, non, le linge sale chez un Bantou se lave en famille. Et que telle personne, comme c'est le grand frère, il ne peut pas traduire son petit frère devant la justice gabonaise. Mais comment voulez-vous que les choses fonctionnent correctement si vous ne donnez pas force à la règle de droit, au droit? On doit apprendre à être des légalistes si on veut avoir une société juste, si on veut vraiment avoir une société une justice qui fonctionne normalement. Il faut donner force à la loi et non à la coutume. La coutume est une source du droit qui vient en dessous, mais très loin de la règle de droit. Elle fait partie des dernières sources dans la hiérarchie des normes. Mais on
est toujours en train de parler au nom de la coutume, au nom des traditions bantoues, et ce, au détriment de la règle de droit. Et ce sont les mêmes qui vont venir parler de dysfonctionnement de la justice. La justice est aux ordres, la justice ne fonctionne pas, etc., etc. Et quand il y a un problème, allez, on fait appel à, comment dire, à comment les choses fonctionnent chez les Bantous. Alors, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie et il y a même une forme de méconnaissance de ce que c'est qu'est réellement la coutume chez les personnes qui invoquent la coutume. Je m'explique. Par rapport à la question de la méconnaissance, non, je vais commencer d'abord par rapport à la question de l'hypocrisie. Alors, par rapport à la question de l'hypocrisie, beaucoup de gens qui viennent se vanter de nos coutumes bantoues, etc., n'invoquent la coutume que quand ça les arrange. Parce que, aujourd'hui, on va remarquer, par exemple, au Gabon, qu'il y a un phénomène extrêmement grave, qui est celui de l'inexistence des pères dans les familles. Je n'ai pas de chiffres, mais à la fois mon expérience personnelle et l'expérience de tous les Gabonais que je connais qui m'entourent, on a presque tous grandi sans père. Moi, j'ai 29 ans, voilà, je suis plutôt de la jeune génération. Donc, je ne sais pas comment ça se passait pour les générations d'avant, mais en tout cas, moi, de ce que j'observe, de toutes les personnes dont je suis extrêmement proche, qui sont du même âge que moi et qui sont gabonais, on a presque tous, sur 10 personnes, on a au moins 8 voire 9 personnes qui ont grandi sans leur père. Et là, curieusement, on ne convoque plus la coutume par rapport à la responsabilité des pères. Mais on est bien content de convoquer la coutume quand on veut parler de choses qui nous arrangent. Je pense notamment à la question de la polygamie, à la question de dire, voilà, le linge sale se lave en famille par rapport à des choses qui tombent tout simplement sous le coup de la loi. Je prends un exemple. Sur la question du VIOL, je ne veux pas utiliser le mot parce que je veux pas, voilà. Sur la question du VIOL, eh bien, je suis sincèrement désolé. Mais on se rend compte, moi en tout cas avec l'activité que j'ai sur les réseaux sociaux, je reçois plein de témoignages de gens où on dit oui, la famille s'est réunie pour régler le problème. Pardon? Pardon? À quel moment la famille se réunit pour régler ce problème en fait? C'est une infraction à la loi pénale, on va déposer plainte. Donc en fait c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a cette hypocrisie-là qui consiste à invoquer la coutume uniquement quand ça nous arrange. En revanche, sur les vraies questions où la coutume règle les problèmes, où la coutume dit non, stop, ça se fait pas comme ça, parce qu'on doit notamment préserver la cellule familiale, tout le monde est abonné absent. Premier élément. Deuxième élément, il y a une forme de méconnaissance de la coutume qui fait en sorte que je trouve indigne que ces gens-là, justement, invoquent la coutume. Parce que, moi, par exemple, je suis de l'Est du Gabon et je suis issu de la communauté Kota Marangwe. Et chez nous, dans ma langue maternelle, on a une maxime qui dit, je vais le dire en langue et ensuite en français, on dit Makatama Ojanga. Alors, c'est un peu vulgaire dans la traduction littérale, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes des hommes, Makata, en fait, Makata, c'est le corps de l'homme. Enfin, le corps de l'homme, vous voyez ce que je veux dire, je ne veux pas utiliser un mot plus grave. Si J'ai compris, je suis Kota Maongwe aussi. Non, c'est une blague. Si. Voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je trouve que cette maxime-là pose le principe de la responsabilité individuelle. C'est pas parce que vous êtes tous issus du même ventre ou de la même mère, que vous êtes de la même lignée, que tu vas penser que tu iras fatiguer ton organe reproducteur en te disant que mon frère me permettra d'avoir une descendance avec son organe reproducteur à lui. Bah non, il faut que toi-même tu agisses, enfin que tu fasses ce que tu as à faire pour avoir une descendance. Donc, dans notre coutume, parce qu'il faut s'en référer justement, parce que les maximes dans nos langues, les proverbes, etc., posent des grands principes du fonctionnement de la société. Donc la responsabilité individuelle, je suis désolé, elle est consacrée par la coutume. Donc quand on vient invoquer la coutume pour dire que le linge sale se lave en famille, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que là, j'ai un élément à la fois anthropologique, linguistique et philosophique de la coutume qui vient prouver tout le contraire de ce que les gens passent leur temps à dire au nom de la pseudo-coutume. Donc pour moi, c'est ça le souci. Le problème, c'est que il y a un réel conflit, en fait, un conflit entre la coutume, le fonctionnement de la coutume
et le fonctionnement des lois étatiques. C'est-à-dire que celui qui va s'hasarder, par exemple, à porter plainte contre un des membres de son clan peut être tout simplement banni, exclu de la communauté. Et c'est pour éviter ce genre de sanctions-là, hein, Mhm. de la communauté que certains ne franchissent même pas le cap, en fait. C'est ça aussi. Mhm. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est compliqué. Mais Non, mais pour c'est moi, compliqué. pour moi, il y a une solution. C'est juste que malheureusement, durant les 60 dernières années d'indépendance, on n'a pas travaillé à concrétiser cette solution. Il y a une solution parce que c'est pas comme si... Parce que euh, en France, par exemple, puisqu'on parlait de VIOL, en oui. France, par exemple, un père qui donc va commettre, par exemple, cet acte-là, de Mhm, suite, on va lui retirer ce qu'on appelle, si c'est un mineur, on va lui retirer, par exemple, l'autorité parentale. mhm, Donc, mhm. on va retirer l'autorité parentale à un tel père indigne et on va aussi sécuriser l'enfant victime de cette infraction grave. Donc, l'enfant sera malheureusement placé, tu vois, Mhm. dans une famille d'accueil, voilà, et l'enfant est sécurisé. Mais au niveau, par exemple, du pays, voilà, il n'y a pas ces mesures d'accompagnement-là qui fait que ben, les gens n'osent même pas souvent parler quand il y a ces choses-là. Mais en l'occurrence, moi, je veux bien que à certains niveaux, il y ait des règles coutumières qui trouvent toujours à s'appliquer. Tant que on ne fait pas de faux semblants et tant qu'on ne fait pas de l'hypocrisie et qu'on applique la coutume, la vraie, avec toute sa vigueur et toute sa sanction. Et tant que la coutume aussi n'est pas en contradiction avec la loi. Parce qu'on reste quand même dans un état de droit écrit. Bon. Mhm. Maintenant, pour qu'il y ait une harmonie entre cette forme cette forme d'hybridation entre une application plutôt de la coutume à certains niveaux et ensuite du droit écrit à des niveaux plus importants, bah, la question revient toujours à la question du citoyen. Est-ce qu'on a fabriqué de vrais citoyens qui sont en mesure de, de swinger, s'il faut dire comme ça, de jouer entre guillemets sur ces deux tableaux-là et de comprendre réellement les enjeux. De comprendre que oui, la coutume va s'appliquer, mais jusqu'à un niveau, parce que tout compte fait, la coutume n'est pas plus importante que le droit écrit, étant donné qu'on est dans un état de droit basé sur une culture, une vision juridique judéo-chrétienne où le droit est écrit, etc. C'est ce qu'on a adopté de toutes les façons. Voilà, on ne va pas revenir en arrière. Donc, Mhm. tant que parce que moi je pense que c'est ça aussi, vous voyez, cette hypocrisie, comment dire ça? Oui, cette hypocrisie-là de la part des gens qui passent leur temps à invoquer la coutume. Bah, si ça prospère, c'est aussi parce que justement, on n'a pas tiré les choses au clair. On n'a pas tiré la question de la citoyenneté au clair. On n'a pas tiré la question des deux ordres juridiques qui semblent s'appliquer dans notre pays au clair. Moi, je pense que pour les autorités, l'ordre juridique qui s'applique, c'est le droit écrit. Point. Maintenant, les gens dans leur village, dans leur coin, dans leur tête, voilà, il y a même des gens qui vivent en Occident, hein, qui continuent toujours à réfléchir comme ça. Eux, pour eux, voilà, il y a des moments où c'est la culture, ou la coutume, et puis il y a des moments, oui, quand ça les arrange aussi. En fait, c'est quand ça les arrange, quoi. Quand ça les arrange, c'est un coup la coutume, quand ça les arrange, c'est un coup ce que le droit écrit prévoit. Mais en fait, non. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, le vrai problème, les deux enjeux, c'est un, l'enjeu de l'établissement d'un vrai état de droit, et deuxièmement, l'enjeu de la fabrication de vrais citoyens. Voilà les deux enjeux, à mon sens. Mhm. Donc, pour revenir sur la coutume, par exemple, pour aller dans le même sens que Luigi, par exemple, l'actualité est émaillée par le dépôt de plainte là d'une autorité là contre des activistes et eux en retour parlent des faits d'inceste en fait. Donc le texte qui condamne l'inceste au Gabon donc parle de filiation naturelle, légitime et filiation d'adoption. Donc dans le cas de l'adoption. Donc du coup, en l'absence d'adoption, on peut pas parler d'inceste. Donc puisque dans notre fonctionnement, hein, souvent les familles recomposées euh, euh,
il y a dans les familles recomposées, la femme peut venir avec des enfants qu'elle a eus d'un premier lit. Et si ces enfants-là ont été élevés par le beau-père, on peut considérer qu'il y a une certaine autorité, c'est-à-dire que cette personne-là a exercé à un moment donné une certaine autorité sur ses enfants. Rien que en matière d'éducation. Et donc, partant de là, moi, je pense même, je parle de manière juridique, moi, je pense que si les victimes arrivent à porter plainte, puisque dans ma communication, là, j'ai parlé de la prescription en matière de toutes les, en matière d'infractions relatives au sexe, toutes les infractions relatives au sexe, lorsque ces infractions-là ont été commises lors de la minorité de la victime, le point de départ de la prescription, c'est à partir de la majorité. Donc, je pense que si la femme de cette autorité-là a fait l'objet comment dire, d'infractions en matière sexuelle, je pense que l'action court toujours, puisqu'elle était mineure apparemment. L'action court toujours. Mais, comment dire, pour revenir à l'inceste, à l'heure d'aujourd'hui, les tests ne permettent pas de condamner ce monsieur-là, puisqu'il n'y a pas, sauf à prouver qu'il y a adoption, mais vraisemblablement, il n'y a pas d'adoption, juridiquement parlant. Mais il peut y avoir une jurisprudence et dire que même s'il n'y a pas adoption, à partir du moment où, à un moment donné, ce monsieur a joué, je parle du droit, je ne critique personne, je parle que du droit. Voilà. Donc, à partir du moment où ce monsieur a joué le rôle d'un père, il a joué le rôle d'un père, c'est-à-dire que la personne est arrivée à bas âge, c'est-à-dire qu'elle avait 2-3 ans. Donc de 2 ans jusqu'à 17 ans là, c'est ce monsieur-là qui l'a élevé. Je parle de manière générale, c'est un monsieur qui l'a élevé. Comment on arrive au jour d'aujourd'hui que ce monsieur-là devient l'époux de cette fille-là? Donc il y a un problème certes de moralité, mais les juges peuvent aussi créer une jurisprudence. Ah oui, alors l'enjeu de la jurisprudence est d'autant plus importante que je pense que vous y avez déjà été confronté. On n'a pas facilement accès justement à la jurisprudence gabonaise pour pouvoir asseoir justement des analyses juridiques beaucoup plus pertinentes au regard de ce qu'on retrouve par exemple dans les textes. Oui, je pense que si, en fait, c'est les avocats ont accès à la jurisprudence, forcément. La jurisprudence, c'est déjà la décision qui est rendue. La jurisprudence est définie comme étant l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Donc, dans les tribunaux, on a les juridictions de première instance et on a la cour d'appel et on a la cour de cassation qui joue un rôle régulateur. Voilà. Donc, c'est toutes ces décisions-là qui forment la jurisprudence. Donc, le juge de première instance saisi de ces faits-là rend une décision, même si c'est pas en conformité avec ce que dit l'esprit de la loi, la partie, comment dire, la personne condamnée interjette un appel. En appel, les magistrats saisis confirment la juridiction de première instance. Ça va en cassation, la cour de cassation confirme, arrêt de rejet, donc confirmation, etc. Donc on a une jurisprudence. Ah oui, mais en fait, en droit gabonais, la jurisprudence est une source de droit. Ah oui, totalement. Mais voilà. en fait, donc, à quel moment la jurisprudence est une source de droit? C'est quand elle crée le droit. Tout à fait, absolument. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, les magistrats peuvent créer le droit parce que c'est pas normal. Et là, ça permettra de faire rentrer de faire correspondre notre manière de vivre à notre législation. Oui, ah ben oui, ça c'est effectivement Enfin, là c'est une vraie responsabilité de la part des juges, en l'occurrence, de faire ça. Enfin, quand je parlais de l'accès à la jurisprudence, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, si on veut consulter un texte de droit gabonais, je dis n'importe quoi, le code de procédure pénale, on tape journal officiel de la République du Gabon, et là vous tombez sur le site, vous tapez code de procédure pénale, vous retrouvez le texte. Oui. Mais est-ce que si vous cherchez par exemple une décision de justice qui a été rendue courant 2024 sur la question du divorce au Gabon, est-ce que vous trouvez cette décision en tapant sur Internet? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que même en France, c'est vrai que c'est un peu plus transparent, on va dire, mais c'est pas toutes les jurisprudences qui sont sur Internet, hein. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Donc, nous, on travaille avec des bases de données, on est abonné à des bases de données qui nous donnent accès à toute la jurisprudence, hein.
Ah oui, Donc, oui, tout ce qui est si Lexis, ça se trouve Nexis, au Gabon, c'est etc. pareil. Moi, j'en doute même pas, hein. Au Gabon, c'est pareil, hein. Sauf que c'est pas transparent. Bah, c'est ça le problème, en fait. C'est là où je voulais en venir. Je voulais en venir à la question de la transparence. Parce qu'en France, effectivement, enfin, moi, je suis dans une entreprise où je fais de l'information juridique. Et en fait, on a des bases de données, tout ce qui est LexisNexis, Navis, etc. Enfin, Dallos, machin, voilà. Mais, L'ex-base, mais- Dalloz, ouais. voilà. Mais le problème, justement, c'est la question de la transparence. La question, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, quand moi je fais mes recherches, les seules décisions de justice que je peux avoir sur Internet, par exemple, concernant le Gabon, c'est des décisions de justice qui sont rendues par la CCJA, la Cour de justice et d'arbitrage, je crois que ça s'appelle le LOADA. Voilà. Là, on trouve des décisions. Quelques rares fois aussi, je crois, en matière de droit du travail, je pense que c'est parce qu'il y a une coopération avec je sais pas qui. Mais trouver des décisions de justice gabonaise sur un site officiel du gouvernement, aujourd'hui où on parle sur des questions les plus basiques, je pense notamment à la question de l'acte de naissance, qui doit donner lieu certainement à énormément de jurisprudence, puisqu'il y a un gros problème du fichier d'état civil au Gabon, bah, on n'y a pas accès. J'imagine bien que les avocats qui sont au Gabon, voilà, comme ils se connaissent, ils se partagent entre eux, par bout de papier, des décisions de justice, et tant mieux pour eux d'ailleurs, mais la justice, c'est quand même d'abord un bien national. Donc n'importe qui, c'est même pas question seulement des juristes qui font les recherches, n'importe qui est le citoyen gabonais qui est à Matsatsa, il doit avoir accès à des décisions de justice. En France d'ailleurs, même si c'est vrai que pour nous les juristes, on a accès à des bases de données, mais si on part tout à l'heure sur Légifrance, bah, on a accès Exactement. à un certain nombre de jurisprudences, notamment les plus importantes et Mm, parfois même relativement récentes. Donc mm, en fait, c'est cette question-là que je voulais souligner pour dire que oui, ils vont peut-être faire, enfin c'est de leur responsabilité en tout cas de créer éventuellement de la jurisprudence sur ce sujet, mais il y a derrière aussi l'enjeu pour vulgariser justement toujours le droit et le fonctionnement de la justice, que les mm, gens puissent avoir accès aux décisions de justice qui sont rendues, parce que je suis presque sûr qu'il y a déjà eu des décisions de justice sur des situations similaires. Parce mm, qu'on a peut-être tendance à ne pas s'en rendre compte, mais les mm, situations similaires sont beaucoup, beaucoup plus récurrentes qu'on ne le pense. Donc moi, je suis quasiment sûr à 10 000% qu'il y a déjà eu des décisions de justice. Si on avait accès, moi je ne suis pas avocat au Gabon, donc malheureusement, voilà, comme je vous expliquais, c'est pas transparent, mais peut-être que si on avait accès plus facilement, on serait allé vérifier et on aurait trouvé des choses et on aurait matière du coup à commenter. Donc voilà. ouais. Non, c'est vrai. En tout cas, merci, c'était passionnant. Donc là, du coup, on a basculé en fait sur le conflit qu'il y a entre la loi Mhm. et la coutume, parce qu'en fait, le Gabonais est très attaché à son clan, à sa famille, à sa tradition, et donc comme tu l'as souligné, permets-moi de te tutoyer, comme tu l'as Oui, souligné tout en à fait. fait, c'est quand ça l'arrange en fait. C'est Oui, quand oui. ça l'arrange qu'il va se dire non, voilà, quand il y a un problème qui normalement relève de la compétence de la loi, eh ben non, là, le linge ça se lave en famille, on Mhm, va se mhm. retourner auprès de la famille pour régler ça au lieu de... Ce que je voulais dire sur ce point-là, c'est que Oui. dans une moindre mesure, ça existe un peu partout, même dans les pays développés. Parce que Mhm. d'où les conflits, d'où l'importance d'ailleurs des tribunaux. Par exemple, en matière de contrat, deux parties vont être liées par un contrat et en général, c'est le contrat avantage le plus fort. Voilà, Mhm. le contrat va avantager le plus fort par des clauses parfois même qui sont contraires à la loi. Hein. Mhm. Par exemple, en matière de consommation, voilà, la loi dit que la juridiction compétente, comment dire, ou de prestation de service, c'est la juridiction qui est située où la prestation est donnée. D'accord. Mhm. Et Mhm. dans le contrat, le prestataire de service, ça peut par exemple être le fournisseur d'électricité ou de la téléphonie, etc. Donc Mhm. vous allez avoir une clause attributive de compétence qui va dire que non, eh ben c'est le tribunal de Paris, comme ils ont tous leur siège à Paris, Oui, c'est le oui, voilà. tribunal de Paris, le tribunal d'instance de Paris qui est compétent, tu Mhm. vois. Donc Mhm. ça c'est la clause attributive de compétence. Mais toi, si tu vas voir un avocat, l'avocat va dire non, c'est pas le tribunal de Paris qui est compétent.
Voilà. En tant que Hmm. consommateur, c'est le tribunal qui est situé au lieu où la prestation est servie. Et donc, ça te permettra de contourner la loi. Donc, du coup, il y a tu vois, je sais pas si tu vois ce que je vais dire Oui, oui, je vois. en illustrant ceci. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui vont convenir dans un contrat à partir des clauses pour, voilà, ils vont dire comment leur relation va fonctionner. Donc, à un Mhm. moment donné, tu peux dénoncer une clause en te référant à ce que dit la loi. Tout à Tu vois? fait. Donc c'est vrai, il y a nos coutumes qui disent, qui indiquent comment la communauté ou une famille doit fonctionner. Mais à un Mhm. moment donné, s'il y a des choses qui fonctionnent pas normalement, si tu te sens lésé, à un moment donné, il faut être capable de se dire non, je vais me référer à la loi. Tout à fait. Encore faut-il la connaître. Pourquoi il faut échanger? Moi, j'ai bien aimé l'échange parce qu'on est resté sur le droit. Oui, oui. Merci d'être venu enrichir cette présentation-là. Et ben, la prochaine fois, je vais t'inviter. Voilà, la prochaine fois, si je fais un live, je t'enverrai une invitation. Voilà. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup à toi aussi et en tout cas, je n'hésiterai pas. Et vraiment, il faut qu'on continue à vulgariser le droit gabonais. Le droit gabonais, oui. Merci beaucoup. Mais merci, ouais. Bon week-end, bonne soirée. Merci pareillement. Au revoir.